communauté Spiral. L'objectif de cette séance sera de donc donner un aperçu de ce qui peut être fait avec des modèles de traitement de langage naturel. Donc j'emploierai souvent le terme de NLP comme l'abréviation en anglais de Natural Language Processing. Ici au travers de cas d'usage concrets et en particulier de jeux de données ouverts issus de data.gouv. Donc je reprends ici le contenu d'un atelier qu'on a animé au Labial il y a 2 semaines auprès des porteurs de projets donc du programme Appel à manifestation d'intérêt en intelligence artificielle. Et nous avons animé en parallèle à cet atelier sur le NLP que je présente ici, un atelier sur la data vise et un atelier sur le machine learning supervisé. Donc également à partir de jeux de données ouverts et issus de data.gouv. Donc je peux vous mettre le lien si ça vous intéresse pour aller voir les autres contenus. Je le mets dans la conversation. Donc le niveau de cet atelier en traitement du langage naturel est très introductif. Le but, c'est de présenter quelques notions clés de NLP et ici donc deux modèles classiques en utilisant le langage Python et via l'interface Jupyter Notebook. Donc ici, je vous propose donc d'utiliser un outil qui s'appelle Google Colab, qui permet donc je vous donne accès ici avec ce lien si vous l'avez pas déjà eu. Ce qui va vous permettre donc moi je vais faire un partage d'écran pour présenter ce notebook. Donc vous pouvez soit suivre le partage d'écran ou soit ce que je vous conseille si vous avez un compte Google, c'est très simple, il suffit de suivre le lien et de vous connecter à votre compte pour exécuter vous-même et manipuler les lignes de code et les exécuter pour voir la variation des résultats. Donc n'hésitez pas à m'interrompre au cours de la présentation si vous avez des questions ou des remarques. Et donc je vous propose de commencer. Donc je vais essayer de tenir en environ 1 heure. Alors donc, est-ce que c'est bon pour le partage d'écran là? Vous voyez le notebook NLP? Ok. Donc, comme je vous le disais, donc le but de cette séance, ça va être de présenter, donc à travers un cas d'usage concret, des notions en traitement du langage naturel. Ici, donc, on a pris un jeu de données qui est sur DataGouv, qui rassemble les avis rendus par la commission d'accès aux documents administratifs. Et on va se poser deux questions qui vont correspondre à deux types de modélisation en traitement du langage naturel. Donc, la première question, ça va être d'essayer de savoir si on peut, de voir si on peut, à partir de modèles automatiques, dégager les thèmes principaux qui sont traités dans ces avis de la CADA. Et enfin, dans un deuxième temps, la question va être on va essayer de voir si on peut classer automatiquement les avis en favorables, défavorables à partir du texte. Donc pour répondre à la première question, on va se mettre dans la peau d'un agent de la CADA qui a pour mission de faire un rapport qui présente les principaux thèmes abordés dans les avis et la proportion qui est représentée par chacun de ces thèmes. Donc, et ensuite, pour ce qui est de la deuxième question, l'intérêt de ce type d'analyse, c'est-à-dire d'essayer de classifier automatiquement les avis en favorables, défavorables, ça peut être éventuellement de vérifier, d'automatiser la construction des métadonnées, par exemple, qui peut parfois être erroné. Donc on verra un peu plus tard l'intérêt de ce type d'analyse. Et enfin, donc à la fin du notebook, il y a une troisième partie qui présente quelques étapes classiques en traitement de langage naturel. Donc je pense pas que j'y viendrai, c'est plus si vous souhaitez regarder à la fin et si ça vous intéresse.
Donc, pour ce qui est de Google Colab, hein, l'utilisation, c'est assez simple. Si vous avez réussi à vous connecter, là, vous avez un petit onglet qui vous permet de faire apparaître le sommaire, puisque donc Jupyter Notebook, hein, pour ceux qui sont, j'imagine que un certain nombre d'entre vous sont déjà familiers avec cet outil, mais donc ça permet de créer différents types de cellules. Donc, soit du texte pur, on peut aussi intégrer des formules mathématiques, et également du code, et exécuter ce code de façon par cellule en affichant les sorties à chaque fois. Et donc, pour exécuter les cellules de code, il vous suffit soit de cliquer sur le petit bouton, la petite flèche blanche dans un rond gris, ou de faire un contrôle-entrée. Alors, donc, petite étape d'abord introductive, qui va être donc de charger les librairies dont on a besoin en Python. Ensuite, de lire le jeu de données, donc à partir directement de l'URL de DataGouv que j'ai mis ici. Et ensuite, de faire de regarder un peu ce que contient le jeu de données à travers des statistiques descriptives assez basiques. Donc en particulier, on va se demander, regarder quelle est la taille de notre jeu de données. Donc là, cette fonction qui nous permet de regarder le nombre de lignes et le nombre de colonnes. Quels sont les types de mes colonnes. Donc ici, on voit que donc nous, la colonne qui va nous intéresser, c'est celle qui est la colonne avis en particulier, qui est du texte. On voit qu'on a d'autres colonnes qui contiennent du texte. Certaines d'entre elles vont nous intéresser plus que d'autres. On le verra un peu plus tard. Donc là, j'exécute la commande qui me permet d'avoir un aperçu des premières lignes de mon jeu de données. Et avec, comme je vous le disais, en particulier donc numéro de dossier qui va être l'identifiant, l'année notamment, les thèmes, sous-thèmes, les mots-clés, etc. Et en particulier les avis de la CADA. Donc là, ils sont tronqués parce que c'est des avis qui sont un peu longs. Donc là, j'ai mis une petite commande qui permet en l'exécutant, qui permet de visualiser des exemples d'avis, si vous voulez les lire. Donc là, j'ai affiché la date et l'avis. Donc si vous voulez, là, j'ai mis le 30 millième, mais vous pouvez mettre le 20e et modifier pour avoir une idée à quoi ressemble un avis. Donc en général, comment ça se présente, on a la commission qui examine une demande qui a été faite, donc il y a un contexte qui est expliqué, et ensuite en général une phrase conclusive qui va dire si l'avis rendu a été favorable ou non à la demande de documents administratifs. Donc pour finir sur les statistiques descriptives, une autre commande qui est assez utile, c'est la commande describe, qui nous permet de regarder un peu le contenu. Donc ici, j'ai regardé en particulier les variables donc de type object, donc les variables textuelles qui nous intéressent. Avec donc en particulier, ce qui nous intéressait, c'est donc le nombre de valeurs uniques, par exemple. Donc on voit que pour les avis rendus sur les 39 000 qu'on a, ils sont quasiment tous uniques, ce qui est plutôt normal. Et une autre variable qui va nous intéresser, c'est thème et sous-thème. Donc comme je vous le disais, notre première question, ça va être de faire une analyse automatique des thématiques qui sont traitées dans les avis rendus. On peut se dire, bon, bah, avec cette variable thème et sous-thème, en fait, finalement, on n'a peut-être pas besoin de faire ça. Mais en fait, on se rend compte qu'il y a 828 catégories distinctes de thèmes sous-thèmes, ce qui est pas très fin, enfin ce qui est une granularité trop fine. Donc nous, on aimerait avoir des thèmes un peu plus généraux. C'est pour ça qu'on va plutôt qu'on va tester une approche automatique du langage. Donc là, juste un petit graphique qui permet de visualiser le
le nombre d'avis par année dans notre base de données, donc qui commence en 1985 et qui va jusqu'à l'année 2020. On voit que c'est plutôt à partir de l'année 2010 qu'on a quasiment tous les avis qui ont été rendus. Donc avec ici, comme je l'ai mis, 90% des avis qui sont rendus après 2012 dans notre base de données. Donc après cette petite introduction sur la base de données en elle-même, je vous propose de passer à la première question, qui est essayer de dégager des thèmes et des sous-thèmes. Donc pour faire ça, donc c'est une catégorie de tâches en traitement du langage naturel qui s'appelle l'extraction de topics. Et donc il y a vraiment beaucoup d'algorithmes qui permettent de faire ça. C'est en général des algorithmes de ce qu'on appelle non supervisés, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de définir à l'avance, de labelliser des documents en disant ils sont de telle ou telle catégorie. C'est des algorithmes qui vont automatiquement détecter des structures sous-jacentes dans les données pour extraire des thématiques. Alors, les tâches supervisées, c'est jamais simple d'une part parce que comme on n'a pas de label, on n'a pas de moyen très direct d'évaluer la qualité de ce qui est sorti. C'est un peu en regardant à la main ce qu'on va obtenir avec l'algorithme, et ça demande un certain nombre d'itérations et de tester différents paramètres en général des algorithmes utilisés pour pouvoir obtenir des algorithmes, enfin des résultats qui sont à la fois satisfaisants et qui sont compréhensibles d'un point de vue métier, disons. Donc l'algorithme que je vais vous présenter ici, c'est un algorithme très utilisé pour faire de la topic extraction et qui est maintenant assez vieux. Je crois que ça date de 2003, quelque chose comme ça. Donc il signifie Latent Directly Allocation. Donc je vais pas rentrer trop dans les détails de comment fonctionne l'algorithme, mais donc très rapidement c'est un modèle ce qu'on appelle génératif, c'est-à-dire qu'on va on va modéliser en fait la structure à la fois des documents et des topics au sein de ces documents d'une certaine façon. Qui va nous permettre en fait de à la fois avoir donc dégager différents topics et avec une distribution ou une importance de ces topics au sein de mon corpus de documents, et aussi d'attribuer à mes documents une distribution à chacun de mes documents une distribution de ces topics. Donc un document, on va pouvoir lui attribuer voire plusieurs de ces topics qu'on a dégagés. Donc là, c'est ce qui est représenté dans le schéma ci-dessous, avec en entrée donc juste mon corpus de documents. On entraîne l'algorithme avec un certain nombre de paramètres que j'expliquerai plus bas. Et ensuite, en sortie, donc on a d'une part une liste de topics et d'autre part une distribution de topics pour chacun de mes documents. Donc, quel est l'intérêt de ce type d'analyse pour les données CADA? Donc, comme je vous l'ai dit, hein, l'idée, ça va être de se dire, l'avantage, c'est qu'ici, dans ce modèle, on va pouvoir, en fait, un des paramètres qu'on fixe, c'est le nombre de topics, donc qui sera à moduler en fonction. Il va falloir tester différentes valeurs de ce paramètre pour voir ce qui convient le mieux. Mais au moins, ça va permettre de choisir une granularité de se fixer une granularité qu'on souhaiterait avoir, et donc de pallier, par exemple, à cette difficulté on a une granularité trop fine dans les métadonnées des jeux de la CADA, ou avec 800 modalités pour la variable qu'on avait en présence. On va se dire, on va plutôt avoir envie d'avoir une granularité d'une dizaine ou d'une vingtaine de thématiques qu'on va avoir envie d'extraire de ces données. Alors, donc je vous propose de regarder un peu comment ça fonctionne. Encore une fois, je vais plutôt me concentrer sur l'analyse des résultats que sur le fonctionnement et
le code en détail de l'algorithme. Mais ici, je vais utiliser la librairie Gensim qui comprend le modèle de LDA. Et je vais aussi faire appel à la librairie NLTK, qui est une librairie assez standard en traitement de langage naturel en Python. Donc, première étape, ça va être de préparer et de nettoyer mes données textuelles. Donc, en particulier, la tokenisation, c'est-à-dire ce qui va être le découpage de mes avis, qui sont, comme je vous l'ai montré, assez longs, en une liste de mots, et ce qui va nous permettre ensuite et c'est à cette granularité-là, les mots qu'on appelle des tokens, qu'on va pouvoir, qui vont nous aider pour décrire nos topics. Encore une fois, n'hésitez pas, si vous avez des questions, j'essaie de aussi jeter un coup d'œil de temps en temps à la conversation, si jamais vous souhaitez interrompre. Donc là, comme je vous l'ai dit, dans cette commande que je suis en train de faire tourner, je suis en train de tokeniser ma liste de mots. Ensuite, une autre étape de nettoyage qu'on utilise souvent en traitement du langage naturel, c'est ce qu'on appelle on va enlever, comme on a beaucoup de mots qui vont être pas porteurs de sens, en particulier quand on va faire de la topic extraction, c'est-à-dire des mots qui se retrouvent dans à peu près tous les documents et qui ne vont pas influencer sur une thématique d'un document, la thématique d'un document précis. On va les enlever. Donc là, on a notamment dans la librairie NLTK, on a une liste de mots comme ça très communs en français et qu'on peut compléter avec une liste de mots qu'on rajoute, et ça permet de réduire un peu la dimensionnalité de notre vocabulaire, et en général ça permet d'obtenir de meilleurs résultats. Donc là, la tokenisation prend un tout petit peu de temps. Une fois que ce sera fait, ce que je vous propose, c'est de visualiser un exemple d'avis à l'état brut, tel qu'il est dans la base de données initiale. Et une fois qu'il a été nettoyé, avec là c'est des étapes très simples, on pourrait en rajouter ou itérer sur ces étapes pour éventuellement améliorer les résultats. Donc là, j'ai mon document initial qui se présente comme ça, et mon document que j'ai appelé ici mon document tokenisé, qui se présente comme une liste de mots, avec ici 37 tokens. Et on voit que un certain nombre de mots initialement présents ne le sont plus. Ça, c'est notamment du fait de... par exemple, le D du D apostrophe, O, etc., les articles qui ont été retirés puisqu'ils ne sont pas porteurs de sens. Donc, une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir passer à l'étape suivante, qui est celle de l'entraînement de l'algorithme. Donc ici, qui est une étape assez simple avec la librairie, le modèle issu de la librairie Gensim, puisqu'on va, une fois qu'on a créé nos listes de tokens, on va lui donner d'une part ce qu'on appelle un dictionnaire, c'est-à-dire l'ensemble des mots distincts qui sont présents dans l'ensemble de mes documents, ce que j'ai appelé le corpus de documents, et enfin les différents documents qui doivent être donnés, mis sous un format spécifique de la librairie Gensim. Donc avant de faire ça, il y a une étape qui est utile pour le LDA, c'est de créer ce qu'on appelle des bigrammes. Alors les bigrammes, c'est au lieu d'utiliser seulement des mots uniques, c'est de créer des paires de mots qui peuvent être porteurs
porteurs de sens ensemble, mais beaucoup moins, mais qui seront parfois beaucoup moins quand ils sont seuls, d'où l'intérêt pour le topic extraction. Par exemple, dans le cadre de la CADEP, document administratif, ça va être en bigrammes qui va être plus porteur de sens que juste document ou juste administratif. Et c'est ce que je fais à cette étape-là. Et ensuite, une fois que j'ai créé donc, mes bigrammes, je vais passer donc à l'entraînement de mon algorithme avec donc comme c'est souvent le cas dans des modèles de machine learning, un certain nombre de ce qu'on appelle d'hyperparamètres, c'est-à-dire des paramètres que le modèle n'apprend pas, mais qui sont fixés manuellement par le data scientist qui développe le code. Donc ici, le paramètre qui va être le plus intéressant à fixer, ça va être le nombre de topics. Donc il y en a d'autres, je vais pas trop rentrer dans les détails parce que en fait on n'a pas besoin pour avoir des résultats satisfaisants dans un premier temps en tout cas de les modifier. Mais éventuellement, donc il y en a donc deux autres qui peuvent être intéressants si on veut aller un peu plus finement dans la modélisation, qui va être, donc il y a les paramètres alpha et eta. Donc alpha qui va nous dire dans quelle proportion mes topics ont une probabilité a priori d'être observés dans les documents et dans l'ensemble des documents. Et eta cette fois qui va me donner qui va caractériser la probabilité d'observer chaque topic dans un seul document. Donc là, l'algorithme est en train d'être entraîné. Donc j'ai fixé ici le nombre de topics à 15. Donc après, si ça vous intéresse, vous pouvez aussi itérer et essayer différentes valeurs de ce paramètre. Et une fois que ça se sera fait, on va pouvoir donc essayer de visualiser dans un premier temps, puis d'interpréter ces topics. Donc une des difficultés de ce type d'algorithme de topic extraction. Alors la question, comment est-ce qu'il sait que c'est du français? Alors en fait, il n'y a pas besoin. Enfin, l'algorithme n'est pas dépendant, et pas du tout dépendant de la langue en fait. Donc ce qui va être dépendant de la langue, ça va être certaines étapes de nettoyage. Par exemple, tout ce qui est enlever les stop words, la façon de tokeniser peut varier sensiblement entre les langues. Mais en fait, l'algorithme de LDA va pas, à partir du moment où il a un vocabulaire, c'est-à-dire un ensemble de mots et des topics, il va fonctionner. C'est-à-dire que même si on lui donne par exemple des documents qui sont mélangés en anglais et en français, vous pouvez très bien faire tourner cet algorithme et ça va, en tout cas, il va pas y avoir d'erreur. Ça va forcément être très pertinent en termes de résultats, mais peut-être plus difficile à interpréter. Mais c'est pas, l'algorithme ne dépend pas le fonctionnement de l'algorithme ne dépend pas de la langue. Donc là, on a l'algorithme à tourner en 2 minutes. Maintenant, je vous propose de faire une première visualisation assez brute de ce que j'appelle mes 15 topics qui ont été extraits, qui vont de 0 à 14. Donc, comme je vous disais, donc, la difficulté de ces algorithmes qui sont non supervisés, c'est-à-dire qu'on va pas définir à l'avance un certain nombre de topics, c'est que il faut parfois regarder un peu plus en détail ce qu'il y a dedans pour essayer de leur trouver une interprétation qui fasse sens. Et donc parfois dans les 15, il y en a qui sont plus ou moins facilement interprétables. Ici, en fait, on va les caractériser par une liste de mots.
Donc ici, soit des mots uniques, soit ce que j'ai appelé des monogrammes, donc c'est des mots uniques ou des bigrammes, donc des paires de mots. Avec, donc, par exemple, ici, le topic 0, j'ai relation entre, point, aimé, administratif, communicable, avis. Donc c'est un topic qui paraît un peu très générique et très fourre-tout, disons, pour des avis rendus par l'ACADA, donc c'est pas forcément facile à interpréter. Par contre, le topic numéro 1, il y a un thème très clair qui se dégage autour de la santé, avec santé publique, professionnelle de santé, médicale, etc. De même, donc après, si on peut regarder, enfin, je vous laisse un peu, vous pouvez peut-être, comme j'ai mis dans la phrase, dans le petit document textuel, essayer de regarder, et n'hésitez pas si vous souhaitez participer à l'interprétation de ces topics, s'il y en a qui font sens. Ça fait partie justement de ce travail d'interprétation des sorties de l'algorithme quand on met en place ce type d'approche non supervisée en topic extraction. Donc, est-ce que vous y voyez suffisamment avec la liste de mots que j'ai mis dans le partage d'écran? Donc, est-ce que certains d'entre vous souhaitent interpréter un topic? D'accord. Donc, si jamais, donc par exemple, on peut regarder le topic ici, le topic 6 qui va tourner autour de marché, secret des affaires, entreprise. Donc, on va voir un topic qui se dégage autour des marchés publics, relations publiques-privées. Le topic 8, par exemple, donc permis de construire, mairie, commune, etc. Donc on a quand même un certain nombre de topics qui font sens. Le topic 13 aussi, conseil municipal, urbanisme, environnement, plan local. Donc là, on va avoir des thématiques autour de plan local d'urbanisme, de la commune, etc. Donc ça, c'est la première étape. Donc comme je vous avais expliqué, la première étape va être le premier intérêt, ça va être de dégager un certain nombre de topics. Ensuite, l'objectif, c'était aussi d'avoir une idée de la répartition de mes documents dans ces différents topics. Et donc, ça va être d'attribuer à mes documents un certain nombre de topics. Donc, ce qui peut être intéressant, c'est de regarder pour un document en particulier qu'est-ce que va me donner l'algorithme en essayant en lui attribuant un des 14 topics, enfin des 15 topics qu'on a dégagés avec l'algorithme. Donc je vais ici mettre en chiffre au hasard pour regarder ce que ça donne. Donc là, en fait, la sortie d'une prédiction topique, on n'a pas un seul topic, mais on va avoir une distribution de probabilités. Donc en fait, il faut voir comme des probabilités que mon document appartienne à tel ou tel topic. Donc on peut commencer par regarder la probabilité la plus élevée. Donc comment ça se présente? Donc on a une liste de ce qu'on appelle des tuples. Donc le premier élément du tuple, ça va être le numéro du topic, le deuxième, la probabilité. Donc c'est pas classé par probabilité croissante, donc il faut chercher le maximum. Donc ici, c'est le topic 10 qui est maximum. Et si on regarde le topic 10, il tournait autour ici de la commune, du maire, des collectivités territoriales, etc. Donc conseil municipal. Donc une thématique autour de la mairie des communes. Donc on va voir si ça fait sens en termes de ce qu'il y a ici dans notre avis.
Donc là, une demande de documents par le maire Ramatuel. Donc on va demander un compte rendu de séance de conseil municipal, rapport du commissaire enquêteur concernant ces différents projets. Donc là, on a disons, un topic majoritaire ici qui fait sens par rapport aux documents. Après, ça c'est pas non plus toujours le cas. Mais vous pouvez vous amuser à changer le numéro topic, à regarder un peu si ce qui ressort est cohérent. Donc là, on en fait un deuxième, par exemple, le topic majoritaire ici. Donc ça va être le topic 6, qui était cette fois autour des relations marché public, relations entreprises privées et publiques. Et donc ici, on a effectivement quelque chose qui traite d'un contrat entre Aéroport de Paris et la société Bouygues Télécom. Et donc, ce contrat relatif à l'utilisation du siège de votre établissement public doit être regardé. Donc, on a bien, donc ça correspond bien à cette thématique. Donc, on se dit, ça a l'air de, en tout cas, les attributions de topic par le modèle sont quand même, avec quelques exemples plutôt cohérents, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Après, et donc, une fois qu'on a regardé avec l'aide de quelques documents, l'intérêt, ça va être maintenant d'attribuer à l'ensemble de mes documents les topics associés. Donc là, ce que j'ai fait dans ce petit morceau de script, c'est de trouver parmi la liste de topics celui qui est majoritaire, c'est-à-dire qu'il y a la probabilité d'appartenance la plus élevée, pour ensuite pouvoir faire des statistiques pour grouper le nombre de documents par topic. Donc là, j'ai rajouté une colonne plusieurs colonnes à mon jeu de données initial. Donc la première colonne que j'ai rajoutée, c'est la liste de topics avec les probabilités associées. Ensuite, c'est le topic majoritaire, donc celui avec la probabilité la plus élevée, et la probabilité de mon topic majoritaire. Et ensuite, là, je fais une agrégation en calculant le nombre de documents par topic. Avec ici, par exemple, le topic, donc je les ai classés par ordre décroissant. Donc, avec ici le topic 7 qui est majoritaire. Alors, est-ce que c'est un topic qui est parlant? Parce que parfois, les topics majoritaires peuvent être ceux qui sont les moins spécifiques, disons, et qui sont un peu les topics fourre-tout. Donc là, on a avis, adressé, informé. Donc, c'est donc, courrier, déclaration, c'est pas quelque chose de très parlant. Ensuite, on avait le topic 0 qui, pareil, était un peu pas facilement interprétable. Et en troisième position, on avait le topic 10 qui, lui, traitait des communes, mairies et collectivités. Donc, il est un peu plus spécifique. On pourrait aller un peu plus loin en attribuant des labels un peu plus parlants à chaque document. Mais voilà l'idée de ce que permet de faire cette modélisation. Et donc ensuite, ce que j'ai mis dans l'étape 5, ce que je ne vais pas présenter ici, mais si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à reprendre ces éléments et essayer de tester différentes valeurs de paramètres afin de voir la variation dans les résultats et voir si on peut observer des choses plus intéressantes, plus pertinentes en fonction des différents paramètres. Et donc, avant de conclure sur cette première partie, c'est bien parce que je suis à peu près à la moitié, donc j'aurai encore un peu de temps pour présenter la deuxième question que je souhaitais aborder, qui est la mise en place d'un modèle supervisé cette fois à partir de données textuelles.
j'ai présenté ici une librairie qui permet de visualiser de façon un peu plus interactive les topics extraits via cet algorithme LDA. Donc, je passe pas trop de temps dessus pour pouvoir avoir un peu de temps sur le modèle supervisé. Mais ici, on a donc chaque topic, chacun des 15 topics ici est représenté par un cercle dans un plan à 2 dimensions. Donc, plus les cercles sont gros, plus le topic est représenté dans l'ensemble du corpus. Et ensuite, la proximité entre les topics dans l'espace est censée correspondre à une proximité, disons, sémantique ou réelle entre les différents topics. C'est-à-dire que deux topics, de façon assez intuitive, si 2 topics sont proches dans l'espace, ça veut dire que ça va être des topics qui se retrouvent assez souvent, qui co-occurrent assez souvent dans les documents. Et ensuite, quand on clique sur un topic, on peut voir ici la liste de mots qui caractérisent ce topic. Alors, la somme de vecteurs fait 1. Pardon, alors il y a des questions. Donc, les formes au pluriel ne sont pas agrégées et restent distinctes. C'est curieux. La phase de stemming-maximisation. Oui, alors effectivement, là, j'ai pas fait cette phase de stemming-lématisation dans l'exemple précédent. Donc, ce serait effectivement, comme je l'ai dit dans l'étape d'itération, c'est quelque chose qui est aussi améliorer le nettoyage des données pourrait effectivement éventuellement permettre de meilleurs résultats. Donc, notamment via le stemming et la lématisation. Mais c'est une très bonne remarque. Et ensuite, la somme du vecteur ne fait pas 1. Il me semblait que ça aurait dû faire 1, mais on va voir dans l'exemple. Oui, ça n'a pas l'air de faire 1, c'est une bonne question. Mais du coup, c'est peut-être pas, c'est peut-être pas normalisé. Il faut que je vérifie dans les sorties. Pourquoi c'est pas déjà, il me semble. Vous m'entendez là? Oui. Oui, c'était juste au départ je me posais la question, j'avais vu en fait le premier vecteur que vous aviez affiché sur un document, en fait j'avais l'impression que la somme faisait 1, donc je m'étais demandé si ça avait du sens. Enfin s'il y avait en fait si les probabilités qui étaient associées à chaque topic pour ce document étaient forcément faisaient forcément 1 quand on en prenait la somme, mais en fait c'est pas le cas après. Sur un deuxième document que vous avez affiché, en fait les topics avaient des probabilités qui étaient plus faibles. Donc c'est tout. C'est une bonne remarque. Il faudrait que je me renseigne sur la question. Je pense que ça peut être une question de. Ben en fait, si elle avait fait 1, en fait, on aurait eu à chaque fois des documents qu'on aurait su classer, en fait, mais c'était un peu trop, c'était un peu trop optimiste de ma part d'imaginer qu'on pouvait avoir une somme égale à 1. Merci pour cette remarque. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur l'algorithme d'extraction de topic, ou est-ce que je passe au modèle supervisé pour la vingtaine de minutes qui me reste? D'accord, donc je vais passer à la suite. Alors, donc cette fois, je vous propose d'aborder un modèle supervisé à partir du texte. Et là, c'est la question qu'on va se poser cette fois, c'est à partir du texte d'un avis, de le classifier automatiquement en favorable, défavorable. Et donc, on a une colonne qui s'appelle mon jeu de données qui va nous permettre d'obtenir ces labels qui vont nous servir donc pour
mettre en place cet algorithme supervisé. Et donc, ici, donc, ça va demander une première étape de pré-traitement pour en fait juste simplifier cette catégorie ici, cette variable qui est dans sens et motivation, qui a beaucoup trop de modalités. Je crois que c'est... elle en a, oui, je l'ai noté ici, 3094. Et donc, vu qu'on a un jeu de données qui fait un peu moins de 40 000 lignes, ça veut dire qu'on aura très peu de variables. Si on garde cette variable avec autant de modalités pour un modèle supervisé, on aura très peu d'observations pour chacune des modalités, ce qui ne pourra que donner de mauvais résultats. Donc je ne rentre pas trop dans les détails, mais l'idée c'est simplement à partir de règles simples, si j'observe défavorable dans le sens et motivation, je veux dire que l'aide est défavorable, et si c'est favorable, je veux dire que l'aide est favorable. Sachant qu'il y a aussi certains cas où on n'a ni l'un ni l'autre, on va avoir d'autres modalités. Et au final, je vais juste simplifier cette variable en cinq catégories, donc défavorable, favorable, incompétent, c'est-à-dire que la CADA se considère incompétente pour répondre à la requête, enfin irrecevable et sans objet. Donc, je ne rentre pas trop dans les détails, mais cette petite transformation assez basique va nous permettre d'avoir un modèle multiclasse, un modèle supervisé multiclasse avec cette fois 5 classes à prédire. En fait, ici, on n'en aura que 4 parce que il y en a une que j'avais notée qui finalement ne se retrouvait pas, qui était... Donc, on a favorable, défavorable, sans objet et en compétence. On n'a pas la catégorie irrecevable. Donc, un petit schéma ici pour rappeler en plus l'intérêt ou la structure d'un modèle supervisé. Donc ici, je vais avoir mes observations qui vont permettre qui vont être séparées entre d'une part mes features explicatives qui vont être mes inputs à mon modèle et mes labels. Donc ici, les variables explicatives, elles vont être créées à partir seulement du texte de l'avis. Mes labels, ça va être donc la conclusion de l'avis, ici que j'ai simplifié en ces 4 catégories que vous voyez ici. Je vais entraîner un modèle supervisé avec mes données d'apprentissage. Et ensuite, ça pourra également me permettre, si j'ai des nouvelles données qui n'ont pas de label ou d'étiquette, de leur attribuer, de les classifier automatiquement selon les 4 catégories précédentes. Alors, donc, comme toujours, pour les modèles supervisés. Ah mince, j'ai oublié mon chargeur, j'espère que... Alors, excusez-moi, je vais m'absenter juste une petite seconde pour aller charger mon ordinateur, parce que si ça s'éteint, ce sera un peu, un peu problématique, je suis vraiment désolée. Excusez-moi, je suis de retour. Alors, donc comme je disais, donc comme toujours, on va séparer notre jeu de données en un jeu de données d'apprentissage et de test. L'intérêt de faire ça, c'est que ça va nous permettre d'avoir une idée
de la qualité de mon modèle sur des données qui n'ont pas servi, à l'apprentissage. Et ensuite, une fois que j'ai fait ça, je vais faire une étape, ce qu'on appelle de vectorisation de mes données textuelles. C'est-à-dire qu'ils vont permettre, en fait, à partir de chaque avis CADA, de leur donner une représentation vectorielle, donc numérique, et qui va me permettre d'entraîner donc n'importe quel type d'algorithme qui n'est pas nécessairement spécifiquement un algorithme lié au traitement lié à des données textuelles. Donc ça, cette partie-là de vectorisation, je l'ai détaillée à la fin du notebook que j'aurais pas le temps de traiter, mais si ça vous intéresse, je présente un petit peu ces différentes méthodes de vectorisation. C'est pas du tout exhaustif, mais c'est plutôt des méthodes assez assez basiques, qui sont intéressant de connaître quand on démarre ou quand on fait une introduction au traitement du langage naturel. Donc ici, je vais utiliser simplement la méthode de ce qu'on appelle de terme frequency, qui me permet de créer un espace vectoriel qui est aussi qui comporte qui a une dimension correspondant au nombre de mots distincts dans le vocabulaire de mon corpus. Et pour chaque document, en fait, je vais attribuer à chaque mot de mon vocabulaire le nombre, qui est en anglais, mais qui est un faux ami, donc je vais juste compter le nombre d'occurrences de mon mot dans ce document. Donc ça on a une fonction qui nous permet de faire ça directement dans la librairie de machine learning très utilisée qui s'appelle sklearn. Et donc ici, je peux visualiser par exemple ce que j'ai appelé mes 20 premières features. Donc là, avec un certain nombre de numéros, on pourrait se dire d'ailleurs que ces features ne sont pas forcément très parlantes et très utiles pour un modèle. Donc on pourrait éventuellement rajouter une petite étape de nettoyage pour les supprimer. Mais par contre, si on regarde les 20 dernières, elles sont peut-être un peu plus parlantes. Donc encore une fois, là, je reviens sur la remarque de Marc. Il y a cette étape ici de schématisation, lématisation qu'on aurait pu aussi opérer pour améliorer la qualité du modèle et réduire ma dimensionnalité, ce qui m'aurait permis, par exemple, de regrouper évoquant, évoqué, évoqué, etc. en un même nombre de mots. Donc ça, c'est une méthode aussi qui est utile pour regrouper des tokens qui ne sont pas orthographiés exactement de la même façon, mais qui ont la même racine, donc la même unité de sens. Et donc là, je vais entraîner donc un premier modèle. Donc c'est un modèle qui est, disons, qui s'appelle le multinomial naive Bayes, qui est assez utilisé pour faire de la classification, notamment en traitement du langage naturel. Donc là, j'ai un score d'accuracy de 0,77. Donc là, c'est un modèle qui est assez simple. On a seulement un seul hyperparamètre qui s'appelle alpha, que je vais essayer d'optimiser ici. Donc je vais faire varier, je vais tester différentes valeurs de ce paramètre et je vais retenir le meilleur pour voir si je peux essayer d'améliorer mon score. Ce qui est le cas ici, puisque en optimisant un petit peu sur ce paramètre, je passe de 0,77 à 0,80, donc j'augmente de 0,3 mon score. Donc là, on est sur un score de cross validation.
Maintenant, je vais regarder mon score sur le test 7, qui n'est pas, en fait, qui est plus élevé, ce qui est assez étonnant, parce qu'en général, on a plutôt c'est plutôt l'inverse qu'on devrait avoir. Et on va peut-être avoir une petite idée de pourquoi c'est le cas. Normalement, on devrait toujours avoir, en général, on a plutôt un score sur le jeu d'apprentissage qui est moins élevé que sur le score de test. Alors maintenant, ce qui peut être intéressant, c'est de visualiser un peu les résultats et notamment comment se répartissent les erreurs de mon algorithme avec la matrice de confusion. Donc ici, donc comme j'ai 4 modalités, qui a 4 entrées. Donc je ne sais pas si c'est quelque chose avec lequel vous êtes familier, mais donc comment ça s'interprète. On a ici dans mes lignes, je vais avoir la déclinaison de mes observations qui sont les vrais, défavorables, vrais, favorables, etc. Et ensuite, je vais voir ceux qui sont parmi mes vrais, défavorables, bien classifiés. Donc là, ici, dans les vrais défavorables, ceux qui sont effectivement défavorables, j'en ai 524 qui sont prédits en défavorables. Donc toute la diagonale ici va me donner mes avis qui sont bien classifiés pour les différentes modalités. Et ensuite, je vais pouvoir regarder ceux qui sont aussi mal classifiés. Ici, on voit par exemple qu'il y a quand même beaucoup d'erreurs. En fait, il y a beaucoup de confusion entre favorables et défavorables. Donc, notre algorithme semble avoir un peu de mal à mal classifier, enfin, à bien classifier, à bien distinguer entre ces deux catégories. Donc là, je fais la même chose. Donc là, c'était la matrice de confusion sur le jeu de données test. On peut aussi regarder la même matrice sur le jeu de données, l'ensemble du jeu de données, donc train plus test. Ici, on voit aussi qu'on a le même problème qui se retrouve avec pas mal d'avis qui sont mal classifiés entre favorables et défavorables. Quand on observe ça, c'est toujours intéressant de regarder en particulier de regarder des avis qui ont été mal classifiés pour essayer de comprendre d'où vient l'erreur. Donc là, j'ai seulement fait un filtre pour regarder, pour conserver que mes avis qui ont été mal classifiés, c'est-à-dire pour lequel l'algorithme a donné une valeur qui ne correspond pas au label que j'observe dans mon jeu de données. Donc là, par exemple, on a un avis qui, selon le label dans le jeu de données, est défavorable et qui a été prédit en favorable. Et en fait, on s'aperçoit que l'avis est en fait, quand on lit la conclusion, que la conclusion est favorable. Donc, ce qui signifie que finalement, donc là, on a dit, on voit dans le texte de l'avis, la CADA a émis un avis dont le sens est favorable à la communication AMH par nos services de la circulaire, etc. Ce qui veut dire que là, on s'aperçoit d'un phénomène assez intéressant d'erreurs dans les métadonnées qu'on a dans la CADA. Et ce qui explique, en fait, ce qui peut probablement expliquer, donc il faudrait faire des analyses un peu plus fines, peut-être pour voir dans quelle mesure les erreurs de mon algorithme, dans quelle proportion, en fait, elles sont dues à des erreurs dans les données, dans les métadonnées, c'est-à-dire que en fait, la colonne qui est censée dire si la conclusion de l'avis n'est pas la bonne, ou est-ce que c'est une erreur de l'algorithme. Mais en tout cas, ce type d'analyse peut avoir cet avantage de
faire de la correction de métadonnées. Je ne sais pas si c'est un agent qui remplit dans un menu déroulant. Parfois, il peut, par réflexe, se tromper quand il sélectionne la case ou mettre tout le temps la bonne case. Enfin, il peut y avoir plusieurs facteurs qui expliquent ce type d'erreur. Voilà, donc j'en ai à peu près fini pour cette partie. Est-ce que vous avez des questions sur ce qui vient d'être présenté? Est-ce que c'est en production? Je ne suis pas sûre de bien comprendre la question. Jean-Michel, est-ce que vous souhaitez prendre la parole peut-être pour préciser la question? Bonjour. Merci pour cette explication, c'est très intéressant. Oui, c'est simplement, est-ce que à la CADA, ils s'en servent de ce modèle, tout simplement? Alors, du coup, c'est un modèle que j'ai développé très récemment dans le cadre, comme je l'ai dit, c'est à but plutôt pédagogique. J'ai pas échangé avec eux à ce sujet. Donc non, à ma connaissance, pour l'instant, ça n'a pas du tout été utilisé. Mais c'est vrai que ça pourrait être intéressant d'échanger avec eux, notamment en lien avec cette remarque, cette conclusion que j'ai du fait que certaines des métadonnées ont l'air erronées. Et d'autant que je pose cette question parce que vous imaginez bien que nous, moi je travaille dans une agglomération, hein, ce genre de courrier qui pourrait être traité automatiquement, entre guillemets, c'est très intéressant. C'est très intéressant. On reçoit aussi pas mal de courriers qui sont plus ou moins étiquetés correctement, mais il y en a vraiment si on pouvait le faire de manière assez automatique en les scannant tout simplement et en extrayant ce qu'il faut bien, ça me semble très intéressant. C'est pour ça que je posais cette question. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon, dans ce cas, je vous remercie pour votre attention. Et encore une fois, je vous invite à regarder les autres ressources que j'ai mis dans le lien qui est sur le GitHub du LabIA d'Etalab. Et en tout cas, n'hésitez pas si vous avez des retours à faire concernant. Et par contre, Julien, j'en suis sûr. Merci beaucoup, Kim, pour cette présentation. Oui, il a envoyé quelques personnes. Hier, il y avait le truc. Bon, après, il était un peu short en disant mais j'interviendrai plus tard. C'est comme tu veux. Voilà, donc, hier, il y a eu un truc sur. Je ne sais pas si vous m'entendez, du coup. Qui ont été